Radio J. Radio J. Radio J. Steve Nadjar. Dominique David, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller du président de l'IFRI, Thierry de Montbrial. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, le plus grand think tank européen en matière d'affaires internationales. Dominique David, vous co-dirigez le Ramsès. Je vais le montrer à la caméra pour ceux qui nous suivront plus tard sur YouTube. Le Ramsès, c'est le rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies, dont l'édition 2023 a été publiée à la rentrée chez Duno, avec pour titre « L'Europe dans la guerre ». La guerre en Ukraine qui est également au cœur du nouveau numéro de la revue Politique étrangère dont vous êtes le rédacteur en chef avec Marc Hecker. Une guerre qui signe selon vous, Dominique David, la décomposition d'un monde. En quoi peut-elle être à l'origine d'un changement de monde, d'une nouvelle grammaire des relations internationales ? Je crois qu'elle est déjà à l'origine d'un changement de monde parce qu'on a déjà changé de monde. On a changé de monde en gros 2 fois depuis 30 ans. Au début des années 90, maintenant c'est assez connu. On est sorti du monde de la bipolarité. Bien sûr, tout le monde n'était pas dans 2 camps, mais enfin le monde était en gros géré par la rivalité Est-Ouest. Et puis après on est entré dans un monde qui en réalité était dominé par l'Occident en général et par les États-Unis en particulier, et où on a rajouté l'illusion que ce monde pouvait être démocratique, pacifique et correctement géré par la puissance occidentale. On est sorti de ce monde avec l'ensemble des échecs occidentaux, qu'il s'agisse d'échecs moraux ou d'échecs physiques, comme par exemple en Irak ou en Afghanistan. On peut parler aussi un petit peu du Sahel, par les échecs occidentaux, et puis par la Russie qui vient là de manière brutale, non pas de déterminer l'ensemble des relations internationales, mais symboliquement de prouver que le conflit était de retour, ce dont les peuples qui étaient en guerre n'avaient jamais douté, mais ce que nous avions oublié en Europe depuis beaucoup de décennies. Donc ça change d'abord notre quotidien, si je puis dire, puisque la guerre est quasiment à nos portes, même si nous ne sommes pas, nous, en guerre. Et ça change, bien entendu, les rapports entre les grandes puissances, puisque vous avez vu, les États-Unis, bien entendu, soutiennent l'Ukraine et sont véritablement à la manœuvre. Ils se demandent si, finalement, il faut revenir en Europe, qu'ils avaient marginalement un peu oublié au profit de la rivalité avec la Chine. La Chine se demande comment elle va soutenir, dans quels termes il faut soutenir la Russie. Les pays du Sud sont divisés quant à leur appui ou leur oubli de la Russie, etc. Donc les grands rapports de puissance internationaux sont modifiés, et on peut dire, et je finis là-dessus, que après le Covid qui a mis en cause fondamentalement une certaine forme de mondialisation dite heureuse, après le Covid, la guerre d'Ukraine donne un autre coup de pied dans cette image que nous avions de la mondialisation. Alors cette guerre en Ukraine appelle aussi à l'humilité, à la prudence dans les analyses prospectives. Je cite votre éditorial, Dominique David: « Les stratèges se battent contre l'histoire, ils croient l'entendre, puis modestement gèrent l'événement. L'événement de la guerre en Ukraine témoigne de cette énigmatique et furieuse dialectique entre l'archaïque et le nouveau que nous nommons l'histoire. Cette guerre à l'est de l'Europe est un nouveau démenti, finalement, Dominique David, de la thèse de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama ?» Oh, évidemment. Alors écoutez, en France en particulier et en Europe en général, il y a pas mal de peuples qui ont beaucoup connu la guerre, et en particulier les 2 guerres mondiales, et qui en ont hérité. Certains disent un certain cynisme historique et d'autres un réalisme historique, qui est de savoir que sous les grandes proclamations, sous les progrès du droit international, le système international reste fondamentalement régulé par les rapports de force. Simplement, ces rapports de force, ils s'expriment de manière plus polis dans certains cas et plus brutaux dans l'autre. Là, on est revenu à une interprétation brutale des rapports de force, c'est-à-dire que la guerre est reposée sur la table. Donc on va effectivement vers une sorte de reviolentisation des rapports internationaux. Et vous faites d'ailleurs un sort, si je puis me permettre, Dominique David, à certains concepts qui avaient fait florès dans les années 90, d'abord aux États-Unis, puis dans certains pays dans le monde, notamment en Israël autour des années 2000, guerre à
distance, guerre zéro mort, guerre uniquement sur le territoire de l'autre. On en est revenu aujourd'hui ? Alors ça, c'est le grand fantasme, pour d'abord israélien, qui est un grand fantasme américain. Pour Israël, c'est une autre, j'allais dire une autre... Je pensais à la guerre du Liban en 2006. Voilà, c'est une autre paire de manches parce que l'appui sur la technologie est dicté aux Israéliens par la dégaine du territoire, par le caractère réduit du champ d'affrontement physique et militaire, si je puis dire. C'est un autre problème. Pour les Américains, c'était avant tout, début des années 90, le fantasme de la guerre à zéro mort. C'est-à-dire qu'ils pensaient que leur puissance technologique faisait qu'on pouvait détruire... D'abord, on pouvait incapaciter technologiquement l'ennemi à distance en tapant sur ses systèmes de communication, etc., pour le rendre sourd, aveugle, etc. Ça avait été mis en œuvre un peu dans les Balkans, puis contre Saddam Hussein, etc. Et puis, on imaginait qu'on pouvait le détruire à distance avec des missiles, etc., à longue distance. Ça n'a jamais été le cas. C'était un fantasme de technologues américains. Bien entendu, ils ont mis au point des missiles longue portée extrêmement précis, relayés par des satellites qui identifient précisément où sont les cibles, etc. Donc c'est beaucoup plus efficace que précédemment. Je vous rappelle que contre Saddam Hussein, ils ont fait ça, et puis après ils ont fait la guerre à pied avec énormément de morts en Irak, y compris des morts militaires. Donc la guerre à distance, ça n'a jamais été une réalité. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les progrès technologiques, et c'est ce qu'on voit en Ukraine à l'heure actuelle, permettent une guerre avec des frappes qui s'administrent de manière différente. Bon, mais il faut toujours faire la guerre et on risque de voir dans les semaines et les mois qui viennent le retour à une guerre extrêmement classique qui est une guerre de tranchées. En gros, c'est 1916. C'est 1916 avec quand même de la technologie qui permet d'identifier les cibles à distance à partir des satellites et qui fait que la guerre se déroule selon un rythme tout à fait différent. Diriez-vous, Dominique David, que les chancelleries occidentales aient sous-estimé la détermination de Vladimir Poutine d'abord à agir militairement en Ukraine et qu'on a mal mesuré également le poids des représentations en Russie, de la chute de l'Empire russe et du sentiment de menace permanente sur ses frontières, comme le suggère dans ses perspectives dans Ramsès. Je crois que le deuxième énoncé qui est exact, c'est votre deuxième énoncé. On s'est trompé, bien entendu, on s'est trompé comme tout le monde, sauf les renseignements américains, si jamais leur discours était basé sur de vrais renseignements, ce que nous diront les archives dans l'avenir. Je crois que plus qu'un défaut d'interprétation, c'est un défaut de compréhension. Nous n'avons absolument pas compris ce qu'était la représentation du monde de la Russie depuis 1990, en général, et la représentation du monde de Poutine et des poutiniens, si je puis dire, depuis le début de ce siècle. Pas parce que nous sommes idiots, mais parce que les acteurs stratégiques ont des représentations homogènes dans leur tête qui, pour être pénétrées, demandent de grands efforts intellectuels. Nous, on peut pénétrer assez facilement les représentations américaines parce qu'on est alliés, parce qu'on renvoie à la même culture historique ou des représentations européennes, etc. Pour la Russie, c'est extrêmement difficile. Il y a effectivement dans la tête de Vladimir Poutine un certain nombre de représentations qui font qu'il a pris une décision qui est stratégiquement stupide, stratégiquement inexplicable pour, j'allais dire, l'ensemble des acteurs stratégiques rationnels, qu'ils soient pro-russes, anti-russes, etc. Mais il l'a prise parce qu'elle était cohérente avec sa représentation du monde et avec ce qu'il voulait faire de la Russie dans le monde. Et ça, nous ne l'avons pas pénétré, effectivement. Alors, est-ce qu'on a eu tort ? Oui, je pense qu'on a eu tort. On a eu tort de ne pas se rendre compte depuis 30 ans que la Russie, même si elle était en marche vers une certaine forme de démocratie, incontestablement, que la Russie restait un monde spécifique avec des représentations et un héritage historique particulier. Alors vous parliez tout à l'heure de guerre des tranchées. En Ukraine, la bataille de Kherson dans le sud du pays s'annonce particulièrement meurtrière. La plus rude des batailles anticipe d'ores et déjà Oleksiy Arestovitch, un conseiller du président ukrainien Zelensky. La reprise de cette ville, la première à avoir été annexée au début de l'offensive russe, serait pour Kiev une victoire à la fois symbolique, mais aussi et surtout stratégique, puisque la ville donne accès à la Crimée et à la mer d'Azov. Quel regard portez-vous sur ces dernières évolutions de terrain, Dominique David, notamment la réussite de la contre-offensive, des contre-offensives ukrainiennes ?
Ces succès, d'abord, tout le monde le sait, tout le monde le dit, marquent une efficacité de la défense ukrainienne et de la manœuvre militaire ukrainienne qui est absolument incontestable, qui est basée sur une préparation de la guerre du temps de paix, une mobilisation de l'opinion publique et du peuple ukrainien tout à fait remarquable, une organisation des réserves tout à fait remarquable, des pensées, des plans d'état-major tout à fait remarquables et un type de manœuvre d'armée qui est, j'allais dire, totalement étranger aux armées russes, qui en réalité continuent à manœuvrer sur des concepts qui sont ceux des armées de masse de la Russie d'abord et de l'URSS ensuite, avec un matériel relativement inadapté, très peu de mobilisation j'allais dire de l'âme russe. Autant l'âme russe est mobilisée pour récupérer la Crimée et éventuellement pour faire rentrer l'Ukraine dans les jupes, si je puis dire, de la mer Russie, autant l'opinion publique russe n'est pas mobilisable pour faire la guerre aux frères ukrainiens. Comprenez bien que quand on explique depuis des siècles que les Ukrainiens sont des frères, après il faut quand même un peu plus que de la propagande poutinienne pour expliquer pourquoi il faut leur tirer dessus. Et ça, Poutine ne l'avait pas anticipé, cette absence de motivation de la population russe? Écoutez, on ne peut que se poser des questions. On ne peut que se poser des questions sur les illusions qui lui ont été mises dans la tête ou qu'il a lui-même auto-entretenues dans sa... Enfin, je veux dire, manifestement, il a pensé que l'affaire serait réglée en une semaine ou même en 3 semaines. Une semaine, en termes de guerre, c'est rien du tout, mais enfin en quelques jours. Que manifestement, son armée surclasserait de manière extrêmement rapide. Pas son armée, la partie de l'armée qu'il mettait en Ukraine surclasserait les armées ukrainiennes. Bon, tout ce que l'opinion publique ukrainienne n'existait pas ou qu'elle s'effondrerait, que le gouvernement... Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont avérées absolument totalement irréalistes, mais il les avait dans la tête avant de commencer. Donc, si vous voulez, l'analyse, donc vous me posiez la question de l'analyse de l'offensive ukrainienne. L'offensive ukrainienne s'appuie sur des forces militaires beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes, beaucoup plus liées à la population, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus efficaces dans la manœuvre. Est-ce que ces troupes ukrainiennes arriveront, parce que c'est ça la question, est-ce qu'elles arriveront à refaire tout le terrain gagné par les Russes depuis le mois de février? C'est, à mon avis, et je n'ai pas de preuves naturellement, peu vraisemblable. Et ce qui est le plus vraisemblable, c'est qu'on assiste effectivement à un gel des fronts, ce qui est d'une certaine manière la pire des solutions pour les deux protagonistes et pour nous aussi. Un gel des fronts qui se traduira par une attente jusqu'au prochain printemps. Donc ça ne pourrait pas déboucher sur l'ouverture de premières négociations. C'est trop tôt. Alors ça c'est le problème. Si la situation reste gelée très longtemps, si je puis dire, et si les responsables politiques voient qu'il n'y a pas d'autre solution opératoire militaire rapide, il faudra forcément que d'une manière ou d'une autre, ils se retournent vers la négociation. Négociation indirecte, avec des protestations de non-négociation, etc. Ça se passe comme ça dans toutes les fins de conflit. Ou dans toutes les haltes de conflit, parce que ce conflit, on n'en voit pas la fin, il est fait pour durer. C'est une sorte d'Alsace-Lorraine, vraisemblablement, qui s'installe au cœur du continent. Vous l'évoquez à l'instant, et c'est aussi ce que rappelle Thierry de Montbrial, dans ses perspectives qui ouvrent le Ramsès. Le Kremlin semble avoir péché dans son analyse à 3 niveaux. Sur la puissance du sentiment national ukrainien d'abord, et sur l'efficacité de la coopération militaire avec les États-Unis, sur la passivité attendue des Occidentaux ensuite, et puis sur les capacités opérationnelles de son armée enfin. Autant de facteurs qui expliquent l'échec de sa guerre éclair dans les premières semaines du conflit. Comment le président russe a depuis réadapté son dispositif et peut-être aussi ses objectifs de guerre? On a vu ça de manière tout à fait publique, si vous voulez. La première, il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'était sauter sur Kiev pour essayer de casser le gouvernement, même si on avait commencé à rentrer sur le territoire par le sud, par la Crimée, etc. Le premier objectif, c'était, j'allais dire, de prendre Kiev. Et de faire tomber Zelensky. Et de faire tomber Zelensky. Alors le faire tomber directement ou le faire tomber indirectement par un défaut de mobilisation de l'opinion publique, etc. Ça, on ne sait pas ce qu'il y avait dans les dossiers d'état-major et des services secrets. Bon, mais le premier objectif, c'était quand même autour de la capitale. Vous savez que la capitale, si on regarde une carte de géographie, est toute proche de la Biélorussie. Donc, si vous voulez, militairement, c'est beaucoup moins compliqué d'y aller que si c'était au milieu du territoire ukrainien. Enfin bon, les stratèges savent ça. Dans un deuxième temps, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas prendre
prendre Kiev, ils se sont rabattus, si je puis dire, sur le nord-est, hein, c'est-à-dire qu'ils ont mené une offensive qui a effectivement presque... qui les a amenés presque à contrôler, j'allais dire, 75% du territoire des républiques autonomes, enfin des territoires potentiels, putatifs, si je puis dire, des républiques autonomes. Ont été organisés des référendums à la fin du mois d'août. Ont été organisés des référendums, entre guillemets quand même, les référendums pour l'autonomie. Et puis là, on est dans une troisième phase, qui est une phase manifestement de résistance et de tentative de consolidation des fronts. Bon. Le problème, c'est qu'il ne semble pas y avoir dans la tête des... C'est extrêmement compliqué de savoir ce qu'il y a comme objectif stratégique maintenant dans la tête des Russes. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est extrêmement compliqué de le savoir. Ce qu'ils veulent vraisemblablement, c'est au quotidien stabiliser le front pour le moment. Alors cette guerre est également dominée par la question nucléaire, à laquelle la rhétorique russe fait largement usage et fait largement usage depuis la fin du mois de février dernier. Vous notez néanmoins un paradoxe, Dominique David, c'est parce que l'Europe est nucléarisée que l'affrontement entre l'OTAN et la Russie reste indirect pour le moment. Une bonne nouvelle que vous relativisez néanmoins immédiatement, puisque cette situation pourrait dans le même temps contribuer à favoriser un phénomène de prolifération nucléaire. Pour quelle raison ? Je pense effectivement, dans un premier temps, que la guerre est relativement limitée, naturellement pas pour les pauvres Ukrainiens qui sont sous les bombes, évidemment, la guerre reste relativement limitée parce que il y a de chaque côté une charge nucléaire qui est un tabou essentiel et que les protagonistes savent qu'il ne faut pas aller trop loin. Bon, je pense à cet égard que les Russes qui ont manié, comme vous le dites, une rhétorique nucléaire, n'ont pas jusqu'à présent sérieusement envisagé l'utilisation de l'arme nucléaire. Alors, est-ce que ça pourrait arriver un jour ? Ça peut toujours arriver un jour s'il y a une escalade, si les gens s'affolent, etc. Mais enfin, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, à mon sens. Ça n'aurait aucun sens stratégique et donc ça serait forcément un geste de désespoir. Et dans une temporalité de désespoir, on n'est pas là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est à la fois une bonne nouvelle, entre guillemets, le nucléaire est jamais une bonne nouvelle, mais pourquoi c'est une bonne nouvelle ? On n'ira pas plus loin. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ? Mais tout simplement parce que si j'étais tel ou tel acteur hors Occident, du Sud, je me dirais que pour que les Américains, pour que l'Occident, pour que les Russes ne viennent pas me chercher noise, il vaut mieux que je sois une arme nucléaire. Vous pensez à l'Iran, à la Turquie, à la Corée du Nord ? On va reparler de l'Iran si vous voulez, de la Turquie si vous voulez. Je veux dire, si vous êtes coréen, si je suis coréen du Nord à l'heure actuelle, je me félicite d'avoir construit une arme nucléaire parce que je sais que quels que soient les ennuis que les Américains pourraient me faire, ils ne viendront pas me chatouiller sur mon territoire. Et donc c'est indirectement un formidable encouragement à la nucléarisation. Pas de panique, se nucléariser, c'est toujours extrêmement compliqué, c'est toujours extrêmement compliqué technologiquement, ça coûte extrêmement cher, c'est très compliqué juridiquement parce que vous mettez à dos tous les signataires du traité de non-prolifération qui sont évidemment la majorité des États, donc il y a très peu de candidats, mais effectivement, vous en avez cité quelques-uns, je pense que ça ne va pas pousser les Iraniens à sauter dans les bras des Américains en disant écoutez, protégez-nous, on sera rassuré, par exemple. Hein. Et dans la logique d'une nucléarisation ou d'une semi-nucléarisation ou d'une néo-nucléarisation iranienne, hein, puisque il y a des tas de statuts qui peuvent être déclinés. On peut devenir un pays du seuil sans produire. Mais dans la logique de cette néo-nucléarisation iranienne, eh bien, on sait que des pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite pourraient se réveiller, évidemment. C'est pas pour tout de suite, c'est pas à court terme et c'est pas évident. Mais il faut réfléchir là-dessus. Encore un mot sur l'OTAN en état de mort cérébrale selon la fameuse formule d'Emmanuel Macron en 2019 et dont la pertinence ne fait quasiment plus débat aujourd'hui en Europe. Quels sont les grands axes, Dominique David, du nouveau concept stratégique atlantique présenté au dernier sommet de Madrid ?
Écoutez, ce sont des axes de renforcement des moyens militaires de l'OTAN. Ce sont des axes assez classiques en Europe, sauf que la Russie est explicitement identifiée à nouveau comme une menace dominante en matière d'évolution stratégique. Il s'agit de renforcer le front central, le front est de l'OTAN. C'est pas quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'OTAN. Ce qui est nouveau, c'est que c'est relégitimé. Hein. Et ce qui est un peu nouveau aussi, c'est que la Chine est citée comme non pas comme un ennemi aux portes, mais comme un défi systémique extrêmement important, bien que ça ne soit pas naturellement dans le portefeuille stratégique de l'OTAN. Non, ce qui est à la fois nouveau et presque archaïque pour l'OTAN, c'est bien entendu le retour de la Russie comme menace centrale, puisque l'OTAN a été formée pour ça, créée pour ça, le retour de la Russie comme menace centrale et la promesse du renforcement du front, du renforcement des moyens de défense, ce qui implique en particulier pour les Européens des tas de conséquences en matière industrielle, en matière d'armement, etc. Alors, dans un essai très éclairant d'analyse comparative, Pierre Grosser se propose dans Politique étrangère d'analyser la position du triangle Washington-Pékin-Moscou dans cette guerre, en s'appuyant pour ce faire sur la guerre de Corée au début des années 50. Est-ce que vous diriez, comme lui, Dominique David, que la Chine est aujourd'hui un peu embarrassée par le partenaire junior qu'est désormais la Russie et par la volonté de Vladimir Poutine de réécrire l'ordre international? Est-ce que c'est bien dans l'intérêt des Chinois? Alors, je pense que la Chine est effectivement assez ennuyée. Pour dire les choses de manière extrêmement précise, tout ce qui ennuie le plus puissant, c'est-à-dire les États-Unis, tout ce qui met en cause la prééminence des États-Unis, c'est-à-dire la prééminence de l'Occident sur l'ordre mondial, tout cela est bien bon à prendre pour la Chine. Donc, d'une certaine manière, le fait que les forces occidentales en général, les forces américaines en particulier, soient un peu mobilisées en Europe, pas toutes mobilisées, mais un peu mobilisées en Europe et très ennuyées par la Russie, finalement c'est tout bénéfice pour la Chine. Inversement, la Chine, qui est extrêmement subtile, comprend que ça risque de démonter beaucoup de mécanismes internationaux, ça risque de casser le processus de globalisation et de généralisation du commerce international. Il ne faut pas oublier que l'un des éléments fondamentaux de cette guerre, c'est le bannissement et la mise de côté. Et quand je dis mise de côté, c'est un euphémisme de la Russie, c'est-à-dire l'isolement d'une énorme partie du monde qu'on sort de la mondialisation. Pensez à la coupure du système SWIFT, par exemple. Alors que les Chinois ont besoin, naturellement, d'affirmer encore leur puissance commerciale. Ils ne peuvent pas encore se reposer sur leur consommation intérieure. Et ils ont besoin de défier les États-Unis, mais pas de se battre contre les États-Unis. Bon, autrement dit, tout processus excessif de segmentation du système international ne peut être vu que comme négatif pour les Chinois qui veulent plutôt s'y installer, le dévier, créer des institutions nouvelles où ils ont la prééminence et en réalité s'affirmer dans le système international plutôt que de le casser. À mon avis, ce dont les Chinois ont peur à l'heure actuelle, c'est que le système international soit absolument cassé. Ce qu'ils veulent, c'est s'affirmer comme l'une des puissances dominantes, l'une des deux grandes puissances dominantes du monde d'ici quelques décennies. Et pour ça, il ne faut pas que le système casse. Il faut qu'il soit redéfini et pas qu'il casse. D'où l'ambiguïté de leur posture vis-à-vis de la Russie. Oui, les Russes, les Occidentaux ont provoqué les Russes. Oui, les Russes, ceci, etc. Mais ils n'ont absolument pas approuvé l'invasion de l'Ukraine. Ils n'ont jamais approuvé l'invasion de l'Ukraine. Et ils défendent systématiquement la souveraineté des États. Ils défendent la souveraineté des États parce qu'ils pensent à Taïwan. Pour eux, Taïwan est une partie de leur État et donc toute intervention occidentale sur Taïwan serait un viol de la souveraineté chinoise. N'oubliez jamais ça. Alors justement, on va y venir. Taïwan, cette position de la Chine est suivie avec beaucoup d'intérêt, notamment à Washington, qui a encore durci son bras de fer avec Pékin il y a quelques semaines sur l'exportation vers la Chine de matériel lié à la technologie stratégique des semi-conducteurs. Cette guerre en Ukraine et les réseaux d'alliances qu'elle forge ou qu'elle densifie, est-ce qu'elle pourrait être, selon vous, Dominique David, le prélude à un conflit militaire autrement plus grave à Taïwan cette fois? Écoutez, ça dépend en grande partie des Chinois. Il faut le leur demander.
Je pense que les Chinois, à l'heure actuelle, n'ont absolument pas bougé sur leur position fondamentale qui est Taïwan est chinoise, Taïwan sera chinoise et on la récupérera. Ça, c'est absolument clair. Deuxièmement, ils doivent réfléchir quand même sur les manœuvres politiques ou les manœuvres militaires qui leur permettraient de reprendre pied sur l'île. Les moyens militaires chinois sont dénoncés comme absolument massifs par les États-Unis. On sait que c'est pas vrai. Les moyens militaires chinois sont importants, mais enfin la Chine n'est pas une des puissances militaires dominantes du monde. Elle le deviendra sans doute, mais elle ne l'est pas encore. Et conquérir une île, s'imposer sur une île, c'est autre chose que de passer la frontière entre la Russie et l'Ukraine. D'autre part, le peuple taïwanais existe. Les richesses taïwanaises existent, donc elles seraient vraisemblablement défendues par l'Occident d'une manière ou d'une autre. Bon. Donc, si vous voulez, la marche à la guerre de la part de la Chine doit être aujourd'hui soumise à beaucoup de réflexions. De l'autre côté, la position américaine n'a pas vraiment changé, c'est celle de l'ambiguïté constructive, c'est-à-dire nous défendrons Taïwan, mais on ne vous dit pas comment. Bon, ça doit quand même poser une petite question aux Chinois. La puissance dominante militaire dans la région, n'oubliez pas que c'est pas la Chine, c'est les États-Unis. Un petit peu plus loin, bien entendu, mais enfin pas si loin que ça. Donc l'idée que l'exemple ukrainien pousse à une guerre immédiate entre la Chine, entre la Chine et Taïwan, et la Chine et les États-Unis, ne me semble pas une idée évidente. Maintenant, l'hypothèse est toujours ouverte. Cette question chinoise est au cœur du débat stratégique américain. Elle fait même l'objet d'un nouveau grand débat outre-Atlantique, à la fois sur la nature de la menace chinoise, mais aussi au fond sur la nécessité de prendre en compte ou de négliger le théâtre européen au profit d'une concentration des efforts sur le Pacifique. Où en est ce débat, Dominique David? Et comment lisez-vous les derniers choix de Joe Biden à cet égard? Eh bien, je crois qu'ils ne savent pas bien. Ils sont dans une phase de grande perplexité. Alors, il ne faut pas chercher cette perplexité dans les textes officiels de la National Strategy, parce qu'évidemment, les textes officiels sont toujours sur d'eux. Mais en réalité, quand vous discutez avec les spécialistes américains, ils sont dans une grande perplexité. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait que le challenger massif pour les États-Unis dans l'avenir, c'est la Chine. Ça, et là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Il y a un doute sur la dose d'engagement ailleurs que dans le Pacifique que devront respecter les États-Unis. Ils savent que même si la Russie est considérée comme une puissance de seconde zone, comme un junior partner de Pékin, ils savent quand même que la Russie a une capacité de nuisance en Europe qu'elle est en train de prouver et que d'une certaine manière, les États-Unis seront toujours contraints d'y être. Ils savent que la Chine s'installe un peu partout autour de l'Afrique, c'est pas nouveau, mais c'est confirmé qu'elle se rapproche du Moyen-Orient, elle est à Djibouti, elle est assez proche de Téhéran, etc. Et donc ils savent qu'ils ne peuvent pas se retirer totalement de toute leur zone d'influence géopolitique et militaire, où ils sont présents militairement, au profit du seul Indo-Pacifique. Donc ce qu'ils cherchent à faire, c'est à structurer leurs alliances, c'est ça le concept d'Indo-Pacifique, d'alliance qui ceinture en quelque sorte la Chine de l'Inde jusqu'à leur base, en passant par l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, etc. Ils cherchent à ceinturer la Chine par un dispositif diplomatico-stratégique et militaire. Ils continuent de renforcer leurs moyens dans cette zone. Et puis je pense que en réalité, ils vont faire comme tout le monde. Ils vont attendre de voir ce qui se passe en Europe pour savoir si l'Europe redevient un abcès purulent ou si on peut laisser l'Europe en gros à ses vieux démons avec un engagement limité. On peut d'ailleurs lire dans le Ramsès les arguments à la fois des partisans d'un engagement extérieur américain lourd et ceux favorables au retrait au profit d'une prise en charge de leur destin par les alliés américains, notamment les Européens. Est-ce qu'au-delà de l'évolution de la guerre en Ukraine que vous évoquiez à l'instant, les prochaines échéances électorales aux États-Unis contribueront selon vous à faire un peu avancer le débat dans un sens ou dans l'autre ? Je crois que oui et je crains que oui. C'est-à-dire que je crois que si les républicains, qui sont divisés comme tous les partis aux États-Unis, si les républicains revenaient au pouvoir à moitié avec les midterms et complètement avec les prochaines présidentielles,
Trump ou pas, ça sera sans doute pas Trump, mais ça peut être, si c'est un Trumpiste, si je puis dire, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une révision effectivement des engagements des États-Unis à l'extérieur, une révision dans un sens d'un plus grand restraint, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire non pas de se renfermer à l'intérieur des États-Unis, il n'y a absolument aucune chance ou aucun risque. Les États-Unis sont une puissance extravertie par définition en particulier économique et par définition psychologique, la manifeste destinée, etc. Mais surtout économique. Il ne faut pas oublier que c'est la première puissance commerciale du monde quand même. Ils ne commercent pas seulement avec eux-mêmes. Donc il n'y a aucune chance que les États-Unis se referment brutalement sur leur territoire, mais ils peuvent, à modier, si je puis dire, ils peuvent modifier leurs engagements extérieurs et effectivement les élections internes peuvent avoir des conséquences. Bien que l'engagement extérieur des États-Unis n'est jamais un thème des élections internes américaines, mais elles peuvent avoir des conséquences lourdes, effectivement. Dominique David, ce sera ma dernière question, puisqu'il reste un peu moins de 2 minutes dans cette première partie de Géopolitique Le Mag. Parmi les enjeux connexes, mais non moins déterminants de cette guerre en Ukraine, il y a la sécurité alimentaire. Sébastien Abyss et Diane Mordac s'y intéressent dans le nouveau numéro de Politique étrangère, en mettant en avant la place centrale occupée par la Russie et l'Ukraine dans la géopolitique mondiale du blé. Et ils distinguent 4 éléments, les 4 C, qui concourent selon à faire de cette question un enjeu géopolitique de premier plan: la Chine, le Covid-19, le climat et le conflit en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots d'abord ce que sont ces 4 C dans le détail et nous préciser comment l'Union européenne peut répondre à ce défi qui pourrait créer des vagues de déstabilisation dans de très nombreuses régions dans le monde dans les années à venir? Alors, en 2 minutes, ça va être difficile. La Chine, c'est tout simplement parce que nourrir sa population est évidemment extrêmement compliqué et que pour ce faire, elle occupe une partie du commerce international, une partie de sa stratégie internationale, en particulier en Afrique, à mobiliser des terrains, des terres, etc. Bon, et que ça pèse bien entendu sur l'ensemble des rapports de puissance. Le Covid a montré que le commerce international libéré était tout sauf naturel et que dès qu'il y avait des difficultés, on assistait à des fermetures, à des limitations de la circulation, des biens, ce qui met en cause cette idée que la mondialisation, une fois encore, est naturelle, est irrépressible et qu'elle va aider à la circulation de toutes les matières premières et en particulier des matières premières alimentaires. Le troisième C, c'était le climat. Le climat, écoutez, c'est évident. Les processus de désertification au sud sont en marche, en particulier près de nous, ou près du sud, et ça risque de poser des problèmes alimentaires et à terme des problèmes démographiques extrêmement importants. Et le quatrième C, c'est le conflit en Ukraine. Et là, on a vu que le conflit en Ukraine touchait à la fois les exportations de biens finis, si je puis dire agricoles, c'est-à-dire de blé, etc., mais surtout ce qu'on dit moins, surtout d'engrais. Or, dans de très vastes régions comme l'Afrique, par exemple, ce sont ces engrais qui posent problème pour le développement de l'agriculture. Dominique David, on va se séparer en musique, c'est une tradition dans Géopolitique Le Mag. On écoute Divertimento pour orchestre à corps du compositeur hongrois d'avant-guerre, Béla Bartók, un titre inspiré des craintes du pianiste de déclenchement d'une seconde guerre mondiale. Et ce que vous allez écouter est un extrait du concert de clôture de l'International Chamber Music Festival 2019 d'Utrecht autour de Janine Jansen. Dominique David, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs à la lecture passionnante à la fois de l'édition 2023 du Ramsès, dont vous êtes le co-directeur et qui a pour thème l'Europe dans la guerre. C'est publié aux éditions Duno. Et puis la guerre en Ukraine qui est également donc le dossier principal du numéro d'automne de la précieuse revue Politique étrangère. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous.